20 h. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'information sur la chaîne qui rassemble. À la une, le Conseil des ministres a tenu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Il en ressort des mesures spéciales prises pour accompagner les personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. Relogement, allocation et insertion professionnelle. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations continue son périple en terre ivoirienne. Il a été présenté ce mercredi au personnel de la primature. Une cérémonie officielle qui s'est tenue en présence du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé. En religion, les communautés catholiques et musulmanes de Côte d'Ivoire sont engagées dans le jeûne. Nous vous proposons dans ce journal des conseils et astuces de médecins afin de bien vivre cette période et en tirer le meilleur profit. Et puis au Sénégal, la loi d'amnistie a été adoptée par l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall pourrait la promulguer à partir d'aujourd'hui. Elle amnistie les personnes accusées de crimes durant les manifestations de 2021 à 2024. Bonsoir à tous. Direction le palais de la présidence pour démarrer ce journal. Au nombre des décisions prises ce 13 mars en Conseil des ministres, le relogement des personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. Les modalités concernant les licenciements collectifs pour cause économique ont également été définies. Ijanaïma. Un projet de loi, 7 projets de décret et 8 communications ont constitué le menu du Conseil des ministres de ce mercredi 13 mars qui s'est réuni au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a pris d'importantes mesures pour le relogement des personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. En vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district
autonome d'Abidjan, logée à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Il y a des sites qui sont aujourd'hui identifiés. Il y a notamment vers Songon 36 hectares qui ont été identifiés, où on va pouvoir héberger environ 3000 lots de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés qui seront mises à la disposition de tous ceux qui seront déguerpis. Donc voilà les mesures qui sont annoncées véritablement. Et on a parlé aussi d'un bail amphithéotique avec un loyer donc de 10 000 francs par mois. Et au bout, donc ce bail va durer d'une période de 20 à 25 ans, mais au bout, les nationaux pourront avoir la pleine propriété sur ce bail amphithéotique. Voilà l'ensemble des mesures qui sont annoncées. C'est vrai, il y a eu des déguerpissements par le passé qui ont permis de reloger certaines personnes. Vous avez cité quelques sites. Il y a aussi le premier site de Songon, où ceux qui ont été déguerpis dans le cadre de la construction du 5e pont ont été relogés. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que des mesures ont été prises pour éviter la fraude. Il n'y aura pas de double inscription. L'administration, c'est une mémoire. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié d'indemnisation, qui ne sont pas partis et qui sont restés, bien qu'ils aient été indemnisés. Les dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait de double indemnisation. Il y a ceux qui sont partis et qui ont mis leur maison en location là où ils ont été hébergés et qui sont revenus dans des quartiers précaires. Mais si vous avez déjà été identifié, vous ne pourrez pas bénéficier d'un double accompagnement. Toutes les mesures sont prises. La cellule qui est mise à la primature va travailler de façon rigoureuse et parcimonieuse. Donc tout va être fait dans les normes, tout va être fait de façon rigoureuse. C'est une façon donc de dire que s'il y a des gens qui ont déjà bénéficié, qui ont déjà été recasés, ils ne peuvent pas être pris en compte dans l'opération actuelle. Par ailleurs, au plan de l'emploi et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un décret qui fixe les conditions et les modalités du licenciement collectif pour motif économique. En outre, le Conseil des ministres vient de donner son accord pour la mise en œuvre d'un vaste projet de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Il s'agit, à travers ce recensement, de mettre en place un système d'information complet sur ce patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers selon les projections de 2023 effectuées à partir du dernier recensement du patrimoine immobilier de l'État de 2014. Il permettra également d'établir, à terme, une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique. Un autre projet, adossé aux 10 projets, est relatif à la sécurisation juridique du patrimoine immobilier de l'État. D'un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, ce projet sera exécuté à travers un dispositif réglementaire plus adapté et simplifié pour accélérer le processus de délivrance des arrêtés d'affectation de façon à préserver davantage les intérêts de l'État et à développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources liées à ce patrimoine national. Un communiqué du Conseil donnera les autres détails de ce projet de sécurisation juridique. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 10 avril prochain. L'auditorium de la primature a abrité en fin de journée ce mercredi une cérémonie de présentation du trophée de la CAN 2023. La rencontre s'est tenue en présence du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mombé. Il a adressé toutes ses félicitations à ses collaborateurs pour leur rapport à la réussite de cette CAN en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Une invitée spéciale ce mercredi à la primature. La Coupe d'Afrique des Nations, venue se présenter au personnel de l'institution. L'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football de saluer le travail accompli par le chef du gouvernement. Le trophée
de la 34e édition de la CAN qui trône sur ce présentoir, que nous avons l'insigne honneur de vous présenter officiellement, n'est que la juste récompense et la récompense divine de tous les sacrifices consentis sans ménagement par tout un peuple, par ses dirigeants, avec à leur tête M. le Président de la République et son gouvernement. Prenant la parole, le Premier ministre Robert Begley-Mambé a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour sa vision, mais aussi les populations ivoiriennes. Les Ivoiriens sont une fierté pour nous tous. Vous nous donnez envie de travailler encore plus. Vous méritez encore plus. Merci et rendons gloire à Dieu pour demain. Parce que demain sera encore plus grand avec le président Alassane et vous n'avez rien vu encore. Cette coupe est la somme de votre intelligence et de votre ferveur pour votre pays. C'est le résumé de tout ce que vous avez été pour la Côte d'Ivoire. Que chacun de nous savoure cette coupe, mais cette coupe appelle d'autres succès. Le travail ne fait que commencer. Invitant les uns et les autres à travailler davantage à relever les défis à venir, le Premier ministre a pour finir annoncé une grande réception à l'endroit des hommes et femmes de médias qui ont contribué au succès de cette CAN 2023. Dans le monde du sport, la Côte d'Ivoire continue de faire parler d'elle. La Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes continue de faire monter le drapeau ivoirien à Accra, au Ghana. Elle vient d'offrir au pays la toute première médaille d'or depuis le 8 mars dernier, date d'ouverture officielle des 13e Jeux africains. L'athlète ivoirien Prince Aka Miezan a battu le béninois Jacques Jouton Sewanou. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Accra, Walter Amadou Ouattara et Ambroise Asseman. C'est la toute première fois que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est entendu à ces 13e Jeux africains. L'honneur revient à l'Ivoirien Prince Aka Miezan Mensan, athlète d'arts martiaux mixtes qui a battu au point son adversaire béninois Jacques Juston Sewanou, 29 points contre 26, décision unanime des arbitres. Dans la même soirée et dans la même discipline, Lotte Dagofani, catégorie des 120 kg, a empoché la médaille d'argent. Au titre des 85 kg, la seule couleur bronze ivoirienne pour l'instant est signée Yao Marcel. Ici encore, le public a jubilé au son du célèbre coup du marteau. Avec 712 licences professionnelles et 1300 amateurs recensés, la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes FIAM, dirigée par Jackson Parfait Tapé, compte étendre très bientôt ses activités et les recrutements à l'ensemble du territoire ivoirien. Dans la mi-journée, en judo dames de moins de 57 kg, la Côte d'Ivoire a raté de justesse une médaille d'or. L'international judokate Zuleila Dabon Abzeta, appelée Zoul, était opposée à la sud-africaine Yasmine Martin. Avec la deuxième place, Zoul s'en sort avec une médaille en argent. J'ai fait 4 combats, j'ai gagné tous les 3 combats. Je gagne le premier par hippon, le deuxième où je donne 3 cartons rouges à mon adversaire. Et puis la demi-finale, je fais un beau hippon. Bon, la finale, après, ce hippon que je prends, après, j'avais plus le choix. Il fallait que je tente. J'ai dit pour moi, cette compétition, c'était pour voir comment j'aborde le championnat d'Afrique. Donc, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. À ces 13e Jeux africains à Accra, au Ghana, la Côte d'Ivoire totalise ainsi 6 médailles. Une or, 4 en argent et une en bronze. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro pour la première session 2024 du Sénat. Le calendrier de travail est connu. Il a été voté à l'unanimité par les sénateurs en plénière. Du 13 mars au 19 juin, 14 projets de loi seront soumis par les membres du gouvernement. Kader Sagodogo. Les sénateurs sont en séance plénière pour se doter d'un calendrier de travail, celui de la première session 2024. Il couvrira la période du 13 mars au 19 juin. La séance plénière, présidée par Kandia Kamisuko Kamara, présidente du Sénat,
fait suite à la réunion de la conférence des présidents. Le calendrier de travail soumis comporte 14 projets de loi dans divers domaines: santé, construction, justice, budget, etc. Il a été approuvé par acclamation. Les 14 projets de loi passeront devant les commissions. Nous avons essentiellement 2 projets de loi. Je dirais un projet de loi et un débat d'orientation budgétaire. Le projet de loi concerne la dette et la politique de la dette en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous aurons le débat d'orientation budgétaire. Vous savez que la reprise chez nous en octobre concerne le vote de la loi de finances. Donc le débat d'orientation budgétaire qui se base sur le document de programmation budgétaire économique qu'on appelle le DPEP, qui est triennal, nous permet d'avoir les grands ancrages au niveau de l'économie, au niveau des finances, qui nous permet d'apporter notre vision sur le budget qui va être mis en place à partir d'octobre. Pour le calendrier qui vient d'être adopté, nous verrons passer 3 ministres. Le ministre Bruno Nabagé Koné, le ministre Vagondo Diomandé et le ministre Demba Pierre, avec au total 5 projets de loi, au nombre desquels, cite pêle-mêle, l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des chirurgiens dentistes, entre autres. Voilà un peu ce que nous aurons à débattre au niveau de notre commission. Le premier à se présenter sera le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba sera porteur des projets de loi portant exercice de la médecine et celui relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Au chapitre religion, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, apporte son appui au COSIM en ce mois de Ramadan. Les guides religieux musulmans ont reçu plusieurs tonnes de riz et de sucre. Mahama Traoré. Durant le jeûne du Ramadan, solidarité et bienfaisance sont recommandées. Des valeurs pratiquées par l'Assemblée nationale, le président de l'institution fait ainsi don de 3 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre et des dizaines de cartons de lait au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Dans l'islam, il y a 2 types de prières qu'on peut faire. Il y a des prières qu'on fait en présence de celui qui vous fait du bien. Mais les prières les plus fortes, c'est quand la personne n'est pas là, que tu es seul dans ton intimité. C'est ce que je voudrais demander aux imams pour notre frère Alhaji Adama Bictogo et tous ses collaborateurs. Le Ramadan survient quelques jours après la tenue à Abidjan de la conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique. Si nous avons pu réussir cette conférence, je voudrais faire de vous les personnes en charge de dire merci à un homme. Il s'agit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais la meilleure gratitude, ce sont les prières que vous allez faire pour lui, pour que Dieu soit au rendez-vous de la santé pour lui, que Dieu soit à ses côtés de tout ce qu'il entreprendra pour notre pays et que Dieu lui permette de conduire le bateau ivoire autant de temps qu'il le pourra. Débuté le 11 mars, le jeûne musulman va durer 29 ou 30 jours. Et puis il y a la communauté chrétienne qui observe elle aussi le carême depuis le 14 février dernier. Musulmans et chrétiens vivent ensemble cette période de piété et de privation. Médecins et diététiciens donnent des conseils, astuces et pratiques saines afin de réussir à son jeûne et même en tirer profit. Alexis Ouedraogo. Le jeûne consiste à s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson pendant une période précise. Aux côtés de son rôle central dans les pratiques culturelles et religieuses, il reste considéré comme l'une des plus anciennes thérapies de la médecine. Le fait de priver le corps de nourriture, il fait ce qu'on appelle l'auto-épuration. Il permet au corps de rajeunir, d'éliminer les déchets et de consommer ce qui traînerait dans le corps comme déchets. Voilà. Donc le jeûne est recommandé, mais sous surveillance médicale.
Le jeûne est important, mais il y a bien sûr certaines limites. On ne jeûne pas pendant 24 heures sans boire et sans manger. C'est violent pour le corps. Et surtout, ce qui est très important de noter, un jeûne, ça se prépare. Régulation de la glycémie, contribution à la prévention des maladies cardiovasculaires. Le jeûne est-il toutefois sans danger pour tout le monde? Quand on fait le jeûne, c'est comme si on suspendait le réapro en eau et en nourriture. Donc, pour les chrétiens, c'est un peu dilué, puis on peut boire selon les principes. Donc, il faudrait tenir compte de boire beaucoup d'eau au cours de la journée. Au niveau de la nourriture, c'est de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les aliments vivants, ce qui est naturel. Et moi, j'aime bien la poudre de baobab, qui est une mine d'or. La poudre de baobab, de moringa, c'est aussi une mine d'or. On a le tchongon, qui est aussi une mine d'or. Les chrétiens et les musulmans jeûnent de deux façons différentes. Avant le lever du jour, on mange consistant, on mange bien pour se préparer à la journée et on boit beaucoup d'eau. Ensuite, quand on rentre de cette journée, la journée se couche, il fait nuit, on commence à manger en famille. Qu'est-ce que je recommande? Beaucoup de légumes crus, des salades de légumes crus, pas de fruits. Les fruits se mangent le matin. On peut manger un repas cuit, comme du riz, des pâtes, etc., des sauces ignanyang, guaguassou, mais en petite quantité. Un très bon conseil que je veux vous donner, la viande rouge ne se consomme pas le soir. On consomme le soir de la viande blanche, pintade, lapin, poulet, et on consomme aussi beaucoup de poissons ou de fruits de mer. On retiendra que le jeûne n'est donc pas recommandé aux personnes en sous-poids, souffrant de troubles de l'alimentation, enceintes ou allaitantes. Et c'est cette période spéciale de jeûne que les guides religieux musulmans ont choisi afin d'engager une tournée de sensibilisation. Des messages de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale sont véhiculés dans le sud de Comoé, en plus de prières et de bénédictions qui ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous Sangaré et Pargassoro Kone Demadangui. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques du Sud Comoé, depuis le 17 février dernier, sillonne département, sous-préfecture et village de la région. Objectif, véhiculer les messages de paix, de vivre ensemble et de cohésion. Dans chacune des localités visitées, l'homme dédié s'est entretenu avec les populations, les autorités coutumières, politiques et préfectorales. Et c'est la ville historique de Grand Bassam qui a constitué la dernière étape de cette campagne de sensibilisation. Nous travaillons selon la vision de Cheikh Haïma Ousmane Diakité, qui nous instruit et nous a même confié un certain nombre de missions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons demandé à ces imams-là d'être les vrais ambassadeurs de paix auprès de leur population, de prêcher la paix et de tout faire pour réconcilier. Vous savez, quand on est imam non seulement pour sa mosquée, pour sa communauté, mais on est imam aussi pour tout le monde. Dans la mosquée, on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de communauté et même on ne parle pas de rang social dans les mosquées. Cette initiative de l'imam Moussa Dramé, saluée par le représentant du président du conseil régional du Sud Comoé. Il a au nom de Dr Aka Aoulé exhorté les imams à multiplier invocations et prières pour la paix en Côte d'Ivoire, gage de toute stabilité. Le président Aka Aoulé voudrait souhaiter un bon mois de Ramadan. Il nous invite à cette occasion de multiplier les invocations et les prières pour que la paix et la stabilité continuent de régner en Côte d'Ivoire, ce qui génère nécessairement le bonheur et la prospérité au bénéfice de tous et de chacun. Un message appuyé par le corps préfectoral qui s'engage à accompagner les guides religieux dans leurs différentes missions de paix. L'ensemble des membres du corps préfectoral de la région sont à vos côtés pour vous aider à conduire votre mission de paix dans notre région, paix si chère à notre pays. Lecture coranique et bénédiction étaient au cœur de cette cérémonie marquée également par l'intronisation des 108 imams de la région du Sud Comoé. Ils auront la charge de guider la communauté musulmane selon les prescriptions du Noble Coran. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, voilà 18 mois qu'un ingénieur autodidacte de 28 ans mettait au point la première voiture made in Côte d'Ivoire. Révélé par la RTI, il est aujourd'hui l'un des pensionnaires du prestigieux Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Un peu plus d'une année après, où en est-il avec son invention? Théodore Zouzou et Chantal Akandan ont été voir de plus près.
Ce véhicule qui arpente les ruelles de l'INPHB, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, est la IV Max de Marcelin Kouakou. Ce jeune homme de 28 ans, niveau cours préparatoire première année, est l'inventeur d'une voiture de 5 places depuis Tindiékro il y a un peu plus de 2 ans. Interpellé par ses condisciples, Marcelin marque un arrêt pour leur permettre de s'installer à bord de son véhicule avant de poursuivre son chemin pour le centre d'incubation. Ce jour est dédié à l'entretien de son joyau, un produit fini qu'il est fier de présenter à ses amis. Avec l'appui de l'INP, j'ai vraiment amélioré la voiture. Actuellement, je peux commander la voiture tout avec le téléphone. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dedans. Les camarades étudiants de Marcelin, tous de futurs ingénieurs, sont admiratifs devant ses qualités et ses performances. Je suis très heureux pour lui. Ensemble, je lui ai montré comment est-ce qu'il fallait dessiner des pièces mécaniques depuis l'ordinateur et voir les comportements mécaniques sur la pièce. Également, comment programmer des cartes telles que l'RFID qu'il utilise pour pouvoir démarrer la voiture avec sa carte. Le cas de Marcelin Kouakou, sans niveau scolaire et pensionnaire de l'INPHB depuis 18 mois, est unique en son genre et nécessite des capacités hors normes. En fonction du besoin de son projet, nous avons mis en place un programme d'accompagnement. Et donc, partant de là, nous affectons les différents experts de l'INPHB qui peuvent travailler sur son projet. C'est ce que nous avons fait. Donc, il y a le génie mécanique, il y a le génie électronique. Donc, il a travaillé avec ces 2 pôles techniques pour pouvoir mener à bien son projet. Le projet IV Max de Marcelin Kouakou est basé sur un engin mobile avec une structure mécanique, d'où son suivi par un encadreur dans ce domaine. On a commencé par l'ensemble des théories autour des méthodes de fabrication pour que lui-même il s'exprime et puisse connaître les machines-outils les plus récentes qui permettent d'améliorer la qualité d'un travail, de coupe, de tôle, pliage, cintrage, formage de plusieurs types de matériaux. La IV Max a aujourd'hui une belle apparence. Peinture impeccable, design attrayant, tableau de bord digitalisé, des phares et des feux au point avec une enseigne lumineuse indiquant le nom de l'inventeur. En compagnie de son formateur en électronique et en création assistée, il part pour l'atelier. Ici, l'enfant de Tindiékro travaille désormais à l'ordinateur. Actuellement, je ne dessine plus sur le sol. On m'a appris à faire le dessin. Voici d'autres prototypes pour pouvoir faire sortir demain la 2e version de l'IV Max. On doit vendre la IV Max parce que j'ai pris du temps pour pouvoir bien faire. Actuellement, ça marche très correctement. Nous donnons les notions de base et juste quand l'étudiant a les notions de base, l'apprenant doit être capable par lui-même de se former et d'apprendre. Et avec Marcelin, ça a été vraiment extraordinaire et très rapide. De retour à l'atelier mécanique, l'équipe formatrice de Marcelin reçoit la visite du directeur général de l'INPHB. Il apprécie le travail abattu pendant ces 18 mois. Au stade de ce qu'on est à mesure de faire avec nos moyens à l'INPHB, on est bien arrivé à un produit fini. Donc, si on arrive à ce type de produit en 18 mois, ça dénote de la capacité de Marcelin à apprendre rapidement, à développer rapidement et puis à s'investir également sur le projet. Le tableau de bois est complètement transformé et puis avec des systèmes de démarrage qui utilisent des technologies modernes. Le chef-d'œuvre de Marcelin est utilisable à distance, décapotable, solide, mais surtout équilibré. Dupliqué, il pourrait valablement prendre la place des tricycles utilisés comme moyen de transport en commun. Des perspectives donc pour l'engin et son concepteur. Quand on voit un produit comme ça, à l'INPHB, nous allons pouvoir conduire ce type de véhicule sur les 1000 hectares dont nous disposons ici à l'INP. Donc déjà, c'est un usage direct, concret. Et puis, il nous en faudrait 2, 3. Et je pense que les 8, 9 universités dont dispose la Côte d'Ivoire, qui sont tout aussi grandes, ont besoin également de mobilité interne. Et puis, dans les milieux ruraux, ce sont des éléments qui sont aussi possibles. On va continuer encore jusqu'à ce qu'on arrive à faire le produit fini Marcelin, le produit fini IV Max. La IV Max séduit. Et le directeur général du prestigieux établissement polytechnique ne peut résister à son charme. Du rêve d'un jeune homme, la IV Max est aujourd'hui une réalité, un joyau qui mérite d'être produit à la chaîne pour le bonheur des populations rurales et périurbaines.
La IVMAX et son inventeur, un reportage de Théodore Zouzou et Afficiata de So Karamoko. En sécurité, la police nationale dresse le bilan de ses activités en vue d'améliorer la qualité de leurs prestations au service des populations. Les hommes en tenue ont surtout défini leurs priorités pour 2024. Abou Sanogo nous propose le point de leur séminaire de réflexion qui aura duré 3 jours à Yamoussoukro. La police nationale fait le diagnostic de ses actions, dont un séminaire de réflexion de ses services pour réarticuler ses stratégies sécuritaires. Réunis à l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro, les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les préfets de police et leurs partenaires au développement mènent la réflexion. Ici, il s'agira de définir une méthodologie efficace de gestion des personnels de la police nationale et définir ses priorités utiles à une bonne progression vers les objectifs de sécurisation des personnes et des biens en 2024. Pour cet exercice, la police nationale bénéficie de l'appui du PNUD. Le PNUD poursuivra son engagement à accompagner les institutions sécuritaires nationales, notamment la police, dans leur quête permanente de renforcement du sentiment de sécurité des populations, conformément au plan national de développement 2021-2025. Ce séminaire de réflexion va définir des stratégies efficaces de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, se félicitait des résultats obtenus en 2023. Les services de police ont relevé, avec professionnalisme, plusieurs défis sécuritaires majeurs, à savoir la sécurisation réussie des élections régionales et municipales qui ont eu lieu le samedi 2 septembre 2023. La sécurisation des fêtes de fin d'année. La sécurisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Satisfait de l'engagement des fonctionnaires de police, accompagnés des autres forces de défense et de sécurité. Je voudrais adresser mes vives félicitations à l'ensemble des forces ici présentes. Quant aux représentants du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a invité les participants à définir un cadre d'orientation de leurs actions sur la base des acquis et des défis sécuritaires actuels. Compte tenu des résultats attendus, j'ai bon espoir que les travaux de ces assises permettront d'élaborer des ébauches de solutions bien adaptées pour apporter des réponses efficaces aux problèmes sécuritaires. Outre le PNUD, les services de police bénéficient également de l'appui des partenaires au développement, notamment la JICA, la GIZ, les ambassades de France et des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le séminaire s'achève dans 3 jours. On reste à Yamoussoukro. En santé également, on définit les priorités pour offrir une meilleure qualité de soins aux populations. Les principaux acteurs du système sanitaire ivoirien ont déterminé leur feuille de route pour cette année. Kader Sogodogo. Les principaux acteurs du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en conclave à Yamoussoukro. Un séminaire en vue de faire le bilan de l'année 2023 et de planifier les perspectives pour cette année 2024. À cette occasion, le ministre de tutelle Pierre Dimba réitère les 3 orientations de sa vision pour rendre le système de santé ivoirien plus efficace et plus résilient, notamment le renforcement de la gouvernance et le financement, améliorer l'accessibilité et la qualité des soins aux populations, intensifier la promotion de la santé et de la lutte contre les maladies. La santé est un pilier important du développement de notre pays, tel que voulu par le chef de l'État dans sa politique Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, depuis bientôt 3 ans, nous travaillons à améliorer le système de santé de notre pays pour le rendre plus efficace et plus résilient. Satisfait du bilan de l'année 2023 présenté lors de ces séminaires, avec notamment la construction de plusieurs centres de santé, le renforcement de plateaux techniques, le recrutement de personnel médical, le premier responsable de la santé entend maintenir cette tendance du progrès du système sanitaire afin de contribuer au développement du pays. Pour le ministre Pierre Dimba, les dispositions pour relever les défis existent. Nous avons pris donc des dispositions pour relever les défis, parce qu'il y a encore des défis importants dans le secteur de la santé, et notamment pour accroître notre capacité d'absorption des financements que nous recevons,
pour achever les chantiers en cours, tels que le programme hospitalier, pour achever la réforme hospitalière, pour que nos établissements fonctionnent à l'image des sociétés privées. Mais également, nous allons renforcer le déploiement de la couverture maladie universelle pour que partout en Côte d'Ivoire ce soit effectif et que les gens puissent se soigner. Cette rencontre, essentiellement basée sur le bilan de l'année 2023 et la planification des perspectives de 2024 du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a été également le cadre pour mettre tout le personnel de santé en mission. Objectif, travailler pour le bien-être sanitaire de toute la population. Toujours en santé, l'objectif reste le même à Grand Laou où le panier de soins proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a été présenté aux populations. Elles ont été informées sur les avantages de la CMU et invitées à se faire enrôler. Ansine Bakayoko. Avec quelle pièce d'identité peut-on se faire enrôler? Quels sont les sites d'enrôlement? Quels sont les établissements sanitaires auxquels donne accès à la carte CMU? Quelles sont les maladies prises en charge? Autant de questions pour lesquelles les populations de Grand Laou ont obtenu des réponses. Nos populations ont besoin d'être soignées, d'être prises en charge au niveau médical. Et en ce sens, nous pensons que la CMU est une très bonne chose. Le maire de Grand Laou, Ali Sissoko, s'est réjoui de la tenue de cette campagne de sensibilisation qui permet d'accroître le nombre de personnes enrôlées à la CMU dans sa commune. Le gouvernement a prévu un dispositif pour les populations les plus vulnérables. Donc, ce que nous demandons à nos parents, c'est vraiment de s'inscrire dans cette dynamique. Parce que le chef de l'État l'a dit, ce n'est que des populations en bonne santé qui peuvent être des précurseurs pour le développement de nos localités. Des mesures ont été prises pour vulgariser l'opération. On a prévu un espace au niveau de la mairie pour en faire un centre d'enrôlement. Et donc, demander aux populations de venir, c'est-à-dire au-delà du centre qui était au sein de l'hôpital général, on aura un autre centre d'enrôlement, peut-être plus ouvert pour toutes les populations. Un grand nombre de personnes a profité de l'occasion pour se faire enrôler. L'actualité internationale au Sénégal, à seulement 5 jours de la campagne avant la présidentielle du 24 mars, la loi d'amnistie pourrait être promulguée par le président Macky Sall à compter d'aujourd'hui. Elle a été adoptée par les députés il y a une semaine et amnistie les personnes accusées notamment de crimes commis dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu entre février 2021 et 2024. On parle aussi d'élections au Rwanda. Un tribunal a rejeté aujourd'hui la demande de restauration des droits civiques de l'opposante Victoire Ingabire. Elle a été déchue de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 années de prison pour minimisation du génocide de 1994. Cette figure de l'opposition rwandaise ne peut donc pas se présenter à la présidentielle du 15 juillet prochain. Elle dénonce une décision politisée, mais ne pourra pas non plus faire appel de cette décision avant 2 ans. Et voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. Excellente fin de soirée et à demain.